voyez, j'ai l'impression que les nouvelles générations sont pressées, ils veulent tout de suite acquérir des choses que tu es obligé de passer par le travail. Bah, il faut s'entraîner, nous on s'entraîne tous les jours. Donc le niveau, quand tu poses ton pied, tu peux pas tricher même si tu es vif. La jeunesse, les jeunes sont vifs. Et c'est ce qu'il me faut. Moi, quand je les vois, ils me donnent une énergie de dingue. Moi, Du hip-hop à la house music, bercé par cette musique venant tout droit de Chicago et de New York, le clubbing n'a pas de secret pour lui. Aventurier dans l'âme, le Queen, les bains-douches ont su voir cet happy man, pour lequel je dirais aucune mission n'est impossible. Bienvenue à toi, Hichem. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boy. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ah, moi, très très bien. Alors, on est là aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses parce que tu fais une danse qui, contrairement à ce qu'on pense, peut parler à tout le monde parce qu'aujourd'hui, la house music est dans tous les clubs, Tout à fait, oui. tous les clubs, dans toutes les discothèques, bien plus que le hip-hop, même si le hip-hop est la musique numéro une. Mais ce qu'il y a d'intéressant surtout dans la house, c'est son histoire. Mais avant de parler de cette histoire, on va en savoir un peu plus sur toi, Hichem. Donc, présente-toi. Donc, moi, c'est Hicham, je suis danseur. Je danse depuis petit, dans les années 80, donc en 84. J'ai commencé avec le b-boying, donc avec Zulu Nation, etc. Donc, j'ai fait b-boy, hyper, donc au niveau de la hype, et freestyle hip-hop, et la house. J'ai terminé avec la house, spécialisée en house. Donc, tu dis que tu as commencé avec le hip-hop. Comment tu as vécu un peu cette arrivée de cette musique et de cet art qui, pour beaucoup, c'était un ovni. C'était un ovni. Comment as-tu vécu ce moment-là? Bah, franchement, comme un second souffle. Franchement, c'était. Voilà, déjà, on écoutait un peu de garage, house, etc. Mais quand on a vu qu'il y avait une danse à part entière qui se faisait dessus, pour nous c'était vraiment un électrochoc. C'était vraiment un truc de dingue. Notamment avec ces 4 danseurs qu'on a vus sur MTV, là, The Grain MTV. Et des danseurs qui, à la base, sont des danseurs hip-hop. On les a vus faire d'autres mouvements assez futuristes, avec un son de dingue, rafraîchissant et dynamique. Ça m'a rappelé, moi, mes débuts, tous mes débuts en b-boy ou en hype ou en freestyle hip-hop. Donc, ça nous a vraiment rafraîchi d'un coup. Donc, moi, justement, tu parlais, ça t'a rappelé tes débuts. Comme je vais en profiter, vu que quand même, tu as vécu les débuts du hip-hop, et ça, c'est important pour nous. Même si moi, je suis né dans les années 80, 83, j'étais un marmot, et en plus, j'habitais pas sur Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette effervescence qu'il y avait quand le hip-hop est venu, la Zulu Nation, tout ce truc-là, ce contexte? Comment toi, t'es rentré dans la danse hip-hop? Avec le rap. Voilà, avec le rap, tout simplement, avec la musique rap. Je devais avoir 11 ans, je pense, je devais être en 6e ou en 5e. Du coup, oui, avec la musique, donc une nouvelle musique voilà, qu'on écoutait à la station de radio, et notamment un film qu'on a vu, la Beat Street, avec les Rocksteady Crew à l'intérieur, etc. Donc c'était une dinguerie quand on a vu ça. Plus on était jeunes, donc du coup, avec le break, quoi, le b-boying, donc ça nous a... Franchement, c'était un truc de dingue. Que ce soit moi ou mes amis, tout le monde était chaud avec cette danse. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Quand tu vois, parce qu'on connaît à l'époque, c'est l'époque où il y a les films de Belmondo, il y a les films où on voit que des blancs à la télé. En France, on n'a pas la chance d'avoir les films de Blaxploitation. On n'a pas la chance d'avoir tout ça. Quand tu vois Beat Street, est-ce que tu as cette impression de dire « Ah, mais ces mecs-là, ils sont comme moi. Je les vois à la télé. Ils sont comme nous. Il y a des Noirs, il y a des... » Entre guillemets, aux États-Unis, c'était des Latinos, pardon. Ici, nous, c'est les Arabes. Mais on dit, ah, il y a des étrangers qui passent à la télé là-bas. Comment tu as vécu ce truc-là? Tu t'es dit, tu t'es reconnu assez facilement avec ces personnes-là? Exactement, on a fait tout comme eux. On a dansé, on a graffé, on a rappé. À l'époque, c'était un peu ça, on faisait un peu de tout. Ouais, c'était vraiment une forme de liberté et d'expression. Et... voilà, et de partage et tout, c'était vraiment une dynamique incroyable. Vraiment, quand on a vu ça, c'est vraiment un moyen de s'exprimer quoi, à l'époque. C'était vraiment ça, de se différencier et de montrer ce qu'on était capable de faire. Voilà, vraiment, c'est important de préciser qu'à l'époque, vous faisiez tout, on faisait tout en fait en réalité. C'est-à-dire que c'était un mouvement hip-hop et c'était pas qu'une danse hip-hop. Exactement. Et que tout est diversifié parce que maintenant, à l'heure actuelle,
t'as l'impression que les rappeurs, ils sont dans leur coin, les danseurs, ils sont dans leur coin, les graffeurs, ils sont dans leur coin, C'est vrai. et les DJ, ils sont dans leur coin. Et que vous, quand vous avez commencé à votre époque, tout le monde était tout ensemble, était ouais. mélangé. Ouais. On parle d'une culture hip-hop, d'un mouvement, et non pas Exactement. d'un style. Et ça, c'est très important de le souligner. Et c'est d'autant plus vrai ce que tu dis, et c'est peut-être là la différence avec les États-Unis, même si certains Américains s'en plaignent, mais aux États-Unis, comme c'est leur culture, il y a vraiment ce côté respect des OG. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a un OG en face de nous. Voilà. Parce qu'on a un OG en face de nous, donc on va pouvoir traiter de cet aspect. Mais avant tout ça, nous, comme je te dis, on a connu la musique par le biais des TF1 et tout ça. Toi, avec Sydney HIP HOP. Exactement. Donc, je pense que tu devais regarder ça devant tes parents. Quand tes parents, ils ont vu ce genre musicaux et ils ont vu que toi, tu étais impliqué dessus. Est-ce qu'ils ont eu un avis dessus? Parce que, par exemple, certains parents vont dire « Ah, mais pourquoi tu écoutes cette musique de Zoulou ? Pourquoi tu écoutes cette musique de Zoulou? Pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun avenir. » Est-ce que tu as eu droit à tout ça? Non, franchement, non. Non. Mes parents, ils étaient contents que je me défoule. Hein. Ouais. À l'époque. Donc, c'était... Non, à l'époque, non, ça va. Franchement, j'ai pas eu ce souci-là. Je sais qu'il y a des amis à moi qui ont eu... Pas des amis, mais j'entendais autour de moi des proches qui... les parents étaient un peu... dès qu'ils entendaient un peu de rap ou... Ouais, ils étaient assez ils étaient réfractaires. ouais, exactement, c'était un peu mal vu. Et c'est vrai qu'ils parlaient souvent de Zoulou, exactement. Est-ce que tu penses que ces personnes le voyaient mal, ces parents le voyaient mal parce que Bien vu. ses parents le voyaient mal, les aléas du direct. Ses parents le voyaient mal parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, les années 80, il y avait un contexte social assez particulier, assez difficile. C'est les cités. Et les cités, c'est les Noirs et les Arabes. Bon, à l'époque, il y avait un peu plus de Blancs, mais il y avait ce côté un peu réclusion, ce côté on était enfermés. Est-ce que tu penses que... certains étaient durs avec ça parce qu'ils pensaient que c'était pas une évolution. Après, je sais qu'à mon époque, mes grands, moi, les grands que je voyais faire du hip-hop ou quoi, c'était des bandes. Ouais. C'était vraiment... D'où le film Warriors. On avait vu les films là, où on voyait plusieurs bandes qui se confrontaient aux États-Unis. Donc, il y avait ce phénomène-là. Donc, il y avait des bandes et il y avait la culture hip-hop. Donc, tout ça a été mélangé. Et c'est vrai qu'il y avait une amalgame avec ça. Nous, en tout cas, ce qu'on a vécu, ce que j'ai vécu moi à l'époque, c'était quelque chose de vraiment de positif, où on partageait des valeurs en commun. Voilà, il y avait du sport, de l'art. Donc, c'était une culture vraiment positive. Hein. On allait vraiment de l'avant et ça a sauvé beaucoup de gens des cités, justement, où c'était un peu chaud. Donc, franchement, ça a sauvé beaucoup de gens dans toute la France. Moi, j'en parlais même avec des potes à moi qui habitaient dans d'autres villes en France. Et c'est vrai que c'est vraiment un impact vraiment positif. Vraiment. Et du coup, la question qu'est-ce qui t'a fait choisir la danse? Parce que du coup, à chaque fois, t'as grandi en quartier, je pense. Ouais. On a toujours ce truc entre soit faire des conneries ou faire autre chose. Et du coup, il y a toujours cette passation... je fais de la danse et du coup pour moi, pour mon histoire personnelle, c'est que j'étais dans ce délire là et je sais pas, j'ai pas fait exprès, j'étais pris dans l'aspect de compétition, j'ai commencé à m'entraîner et du coup quand il y avait des descentes, des embrouilles, j'étais à la salle à m'entraîner. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que toi, ce truc qui t'a fait choisir la danse en fait? Parce qu'il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont commencé mais qui sont quand même allés dans, tu vois. C'est vrai que moi je dansais, je taguais et je rappais à l'époque. Donc voilà. Peace, love and Donc, unity. voilà, c'est ça. C'est vrai qu'avec l'évolution, j'ai eu une période de tag. Voilà, j'étais tagueur. J'étais avec des potes qui faisaient de la danse, qui taguaient. Bon, bref, c'était vraiment au feeling. On était entre potes dans les cités, etc. Donc, je taguais à un moment donné. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a mes potes qui font des spectacles de danse, qui sont restés dans la danse. J'ai tagué pendant 2-3 ans, comme ça. Et j'ai vu que c'était moins risqué. Ça, c'est une vraie anecdote. C'était moins risqué et il y avait cette adrénaline. Voilà, c'était ce truc-là que j'ai retenu. Que ce soit dans le tag, dans le graffiti ou dans la danse, il y avait quelque chose il y avait cette adrénaline qu'on cherchait, ce peps qu'on cherchait et tout. Donc après, je me suis dit, bon, je vais rester dans la danse, c'est moins risqué et il y a toujours l'adrénaline qui est là. Et donc voilà, je suis resté dans cette danse-là et la musique
On allait toujours en soirée, de toute façon. On allait, même plus jeune, on allait dans plusieurs soirées hip-hop, hype, breaker, il y avait de tout. Donc c'était vraiment un tout entre potes. Donc je voyais les gars danser toujours et on allait danser, même moi j'allais danser, etc. Donc je me suis dit, je vais rester dedans. Voilà, pour rester positif, quoi, pour pas. Voilà, le tag c'était un peu plus anarchique, on va dire, entre guillemets. D'accord. Bah, là, on va faire un peu un bond. On est dans les années 90. Les années 90, c'est l'Eurodance. Quand on parle de l'Eurodance, pour les anciens, c'est le Dance Machine, c'est toutes ces musiques-là. C'est Hit Machine et c'est toutes ces choses-là. C'est des Robinets, des Crystal Waters, c'est tout ça. Donc, c'est la venue de cette danse-là. Toi, comment se fait ta rencontre avec la house music? De cette musique, après, la danse. Oui, Tout la ça, danse. ça. Ouais, voilà. Mais cette musique-là, même si on écoutait du rap, on écoutait justement Crystal Water. Il y avait un peu des chanteuses de rap ou de R&B à l'époque, New Jack à l'époque, mais qui faisaient un peu de dance, un peu de garage et tout. Donc on avait déjà cette écoute-là. Donc et c'est en allant en club à chaque fois, on allait au bain-douche un peu partout, Folies Pigalle, etc. On s'habillait puis on sortait et tout, on dansait un petit peu, mais c'était pas encore de la house. Et du coup, je reviens à la fameuse vidéo, The Grand MTV. Donc on a vu les 4 gars danser. Donc c'est là que c'était vraiment une révélation. Voilà, moi j'ai kiffé de dingue. Donc Puis à chaque fois il y avait des musiques, des sons de house, garage, des nouveautés à chaque fois qui sortaient. Donc ça créait une dynamique. Donc on restait dans ce move-là, quoi. Donc ça nous a vraiment rafraîchi, c'était futuriste pour nous. Et du coup, on a rencontré dans un club donc au Queen à l'époque en 96. Attends, avant que tu parles de Queen. Moi, je sais, je vais revenir sur une anecdote, justement, c'est important parce qu'il y a un truc qui est important à dire, c'est qu'à l'époque, Paris, le réseau de Paris n'était pas le même. Donc, quand on voulait sortir, c'était vraiment une vraie aventure. Il n'y avait pas tous ces métros, il n'y avait pas tous ces trains. Donc, moi, je veux que tu me racontes la première fois où tu te dis, bon, je vais aller à cette soirée, je vais braver les dangers. Allez hop, je veux que tu me racontes cette expérience-là. Donc après avoir vu les émissions sur Grand MTV dans les clubs, avec la garage et tout, avec des mecs de hip-hop en train de faire ça, etc. Et les 4 gars donc, qu'on a vu qui dansaient Nous à l'époque on appelait ça du hip house ou freestyle hip-hop sur de la house, la garage, quoi. Donc putain, il faut que j'aille dans un club house et tout. Donc il y a un ami, Stéphane, qui m'a dit d'aller au Queen. Il m'a dit tiens, le mercredi c'est soirée étudiant. Bon, à l'époque c'était une boîte gay, donc à l'époque c'était vraiment 2 mondes différents avec la culture hip-hop. Donc moi je me suis pointé, j'ai pris le train. Donc je me suis pointé là-bas à minuit au Queen, habillé en hip-hop, ils m'ont recalé tout de suite. J'étais tout seul. Moi j'avais en tête, c'était vraiment un kiff, hein. Je voulais vraiment danser sur cette nouvelle danse, quoi, entre guillemets, avec ces nouveaux steps, quoi, qu'on avait vus sur The Grand MTV. Et du coup, voilà, je me suis fait refouler, j'ai retapé la route avec les transports et tout. Et je suis reparti après avec mon ami Stéphane, on est rentré, je me suis sapé et tout, avec un sac à dos caché là. Ils ont même pas vu mon sac à l'époque, tu pouvais pas rentrer comme ça avec un sac à dos. Donc on était bien habillés et tout, et c'est rentré. Et on a été changé. Après j'ai été me changer dans les toilettes. Attends. Tu sais l'histoire du sac à dos, le fameux sac à dos qu'on a tout. Je pense que c'est pour le style. Non, c'est juste pour mettre les affaires. Justement pour s'habiller, tu vois, pour se. Du coup, hors de question que tu danses habillé comme tu as fait pour rentrer, et il fallait que tu aies ton identité hip-hop. Ouais, il y a ça, ouais, c'est vrai. Mais après aussi, pour être à l'aise aussi, tu vois. Ouais. Voilà. Non, c'est exactement ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est passé comme ça. Donc là, ça y est, tu es enfin dans le milieu, tu rentres, le vigile commence à te connaître, tu commences à te familiariser, le physio commence à te connaître, tu commences à te familiariser. Tu commences à plus payer. Et tu commences à plus payer. C'est ça. Et t'enchaînes les soirées. Donc, t'enchaînes les soirées, mais tu me dis justement, vous étiez les premiers. Est-ce que c'est toi qui as ramené les autres danseurs dans ce concept-là où d'autres ont découvert, ah mais Hicham, il va dans ces genres de soirées, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais, exactement, c'est ça, exactement. En fin de compte, moi, avec le coup de cœur, le kiff que j'ai eu en voyant je persiste avec MTV, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mince, j'ai vraiment kiffé de dingue, il me fallait des clubs pour m'exprimer. Et à l'époque, je vivais de la danse, donc du coup, voilà, moi, mon but, c'était d'avoir un niveau, de pousser le truc, quoi. Vraiment, c'était vraiment un kiff de ouf. Et donc, du coup, après la soirée Queen, donc moi, j'ai fait connaissance avec les DJ. Donc, il y avait l'organisateur qui s'appelle Jérôme au Queen.
Du coup, en fil en aiguille, j'ai connu d'autres DJ, etc. Et après, j'étais au courant de plusieurs soirées sur Paris, Fully Spigaz, avec aussi mon ami Stéphane qui nous disait un peu les soirées qu'il y avait et tout. Et donc on allait dans plusieurs clubs, en plus du Queen, sur Paris. Donc voilà, et puis bouche à oreille, j'amenais mes amis, voilà, Idi, Aziz, Youssef, etc. Puis de bouche à oreille, les gens venaient au Queen. Je crois que la plupart des groupes de hip-hop sont venus voir ce qui se passait. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça. Ils ne comprenaient pas. Donc ils ne voyaient pas le lien. Bon, la première fois qu'on avait vu danseurs, c'était des breakers qui étaient habillés, qui n'étaient pas bien en hip-hop. Hein. Ils nous ont vu danser, ils ont commencé à faire des rondes avec nous. Et à fur et à mesure du temps, il y avait franchement, il y a la plupart des groupes qui sont venus voir. Donc il y a un mouvement qui est né, les danseurs de hip-hop commencent à rentrer pour la première fois la house music. Moi, il y a un autre truc qui est important. Comme on sait, la house music est née d'un mouvement qui en fait, à l'époque, dans les années 80, que ce soit les minorités afro-américaines, latines ou les homosexuels, cherchaient un endroit pour se retrouver et pour s'exprimer librement. Donc, c'était vraiment un contexte social assez particulier. Et c'est intéressant de faire ce parallèle justement avec la France, comme on en parlait tout à l'heure. Il y avait aussi ce souci-là, un contexte aussi assez particulier. Toi, qu'est-ce que ça fait en fait de se retrouver entre personnes, entre guillemets, qui nous comprennent et qu'on peut s'exprimer librement? Et après, c'est vrai que la différence entre les soirées hip-hop et house, c'était un peu plus cool. En soirée house, c'était plus positif, entre guillemets. Dans la soirée hip-hop, c'était bien, il y avait du respect et tout, mais c'est vrai que parfois, ça pouvait un peu dégénérer. Voilà, il y avait un peu de... Mais c'est vrai que dans les soirées house, c'était plus détente, les gens étaient plus ouverts, entre guillemets, avec le son, c'était vraiment plus open, vraiment. Tout le monde avait été libre de s'exprimer comme il voulait, quoi. Et d'ailleurs, on a rencontré des vogueurs à l'époque, 2 vogueurs. C'était la première fois que je rencontrais des vogueurs, donc c'était vraiment une surprise pour moi. T'as les noms des cités et tout. Est-ce que t'as les noms? Comment? Les noms des vogueurs. Je m'en souviens plus, ouais. Franchement, ça date. Ouais, normal. C'est devenu des amis d'ailleurs, donc on se voyait tous les mercredis là-bas au Queen. Et ça fait quoi quand... avec nous dans les rondes. Ça fait quoi quand tu viens d'un style qui est assez entre guillemets dur? Quand je dis dur, c'est mais assez physique et tout ça. Et là, tu vois des mains qui font des mouvements et tu te dis quoi? Ouais, c'était ouf, hein, j'avoue, je les ai vus la première fois, c'était un truc de dingue. Ouais, chacun s'exprimait comme il voulait, donc c'était assez artistique, hein, ce qu'ils faisaient, parce que moi j'ai vu tout de suite qu'il y avait quand même il y avait un niveau quand même, hein, les mecs ils se débrouillaient super bien. Après voilà, c'était ma première fois, hein, donc j'ai vu d'autres danseurs d'une autre culture. Faut dire ce qui est. Ouais. Et c'est vrai que la house a ce côté-là qui a vraiment ce côté ouverture d'esprit. Exactement. Alors les autres danses l'ont aussi, mais c'est ce style de musique et ce style de danse s'est créé dans ce côté très friendly qu'on accepte les autres. On accepte les autres, peu importe qu'ils ont, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe s'ils ont un handicap, peu importe, mais il y a vraiment ce côté vous êtes les bienvenus. Alors maintenant, ça y est, t'es dans le courant. Je vais revenir sur un truc comme toi, tu disais à chaque fois que tu avais besoin de rentrer dans des clubs, parce que du coup, la house, c'est une danse de club, et du coup, elle puise son énergie dans le club, et le fait d'être dans une salle de danse ou, je sais pas, à l'extérieur, etc., c'était pas le même ressenti que dans le clan, c'est ça? Parce que c'est ça que tu me disais, il fallait que je rentre dans le club, il faut que j'écoute ce style de musique-là, quitte à... Parce qu'à l'époque, en réalité, les vogueurs étaient dans un côté et puis les danseurs hip-hop, ils étaient ailleurs. Et du coup, il n'y avait pas autant de tolérance que maintenant, tu vois. Mais toi, en fait, en vrai, tu avais besoin de rentrer dans le club pour travailler. Sachant que la danse house, c'est une danse de club, quoi. Ouais, exactement. Le truc, c'est qu'en club, ce qui est dingue, c'est qu'au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, on commence à chauffer. Et ça je vais revenir sur le voyage qu'on a fait à New York, là, que j'ai fait à New York avec mes anciens... camarades du groupe Mission Impossible. On voyait les mecs toute la nuit en train de pousser. C'était Disneyland pour nous. On a vu ça, c'était au Vinyl Club en 98. Maintenant Shelter Club, avec Timmy Regis Ford, etc., avec tous les DJ de New York. On les a vus pousser toute la nuit, même jusqu'à 10h du matin. On était comme des dingues. C'était quelque chose d'incroyable. Pour nous, c'était Disneyland. Je devais avoir peut-être 23 ans. C'était vraiment incroyable, franchement. Et c'est là qu'on a vu que ça poussait, quoi.
C'est que, voilà, c'est en club que là tu t'exprimes à fond et que tu lâches tout, quoi. Limite, tu touches même plus le sol, quoi. Et c'est ce qu'on voyait. L'ambiance a été vraiment... L'ambiance était folle, hein, vraiment. Alors justement, je rebondis sur ça, ce côté, tu voyais que ça poussait. En fait, c'est comme si t'étais... c'est encore mieux que la drogue, en fait. C'était ta seconde. C'est bien mieux que la drogue. Déjà, la drogue, c'est pas bien évidemment. Je tiens à préciser. Ça fait une référence. Quand je dis que c'est mieux que la drogue, c'est dans un état... c'est un état... on est transcendé, on est emporté. On se sent, c'est ça, on se sent ailleurs, on se sent vraiment. Et c'est ce qu'apporte l'art en soi et la danse. Est-ce que toi, quand tu faisais ça, c'était pour échapper à quelque chose ou c'est juste que tu avais envie de vivre en fait? Oui, c'était un mélange. Ouais. Bien sûr, j'avais envie de m'exprimer, de vivre comme tu as dit, et surtout. J'avoue, moi, à l'époque, quand j'ai vu les Ricains, donc sur une fameuse cassette vidéo qu'on nous a donnée là, par un japonais Tamaki, là, au Queen, quand on a vu que c'était vraiment une danse à part entière, qu'il y avait de la house, locking, pop, etc. Quand j'ai vu les Ricains, et j'ai reconnu donc Brian Green, Chanès, Marjorie de Sonam, Ijo, tout le crew, la danse fusion, etc. Et les Stephens aussi, donc avec Tony, Mike et Tony Bonnes, Mike et Terry, pardon. Ce sont des noms de piliers de la house dance. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, quand j'ai vu cette cassette vidéo, on s'est pris une claque. Moi, j'ai pris une claque. J'ai dit non, c'était futuriste pour nous. La musique a été futuriste. Les steps, c'était quelque chose d'incroyable. Vraiment, c'était quelque chose, ça m'a mis une claque. Ça m'a rappelé les débuts. Quand j'ai vu la première fois des breakers ou des hypers ou des freestylers, pour moi, c'était dingue. Et moi, par rapport à ça c'est à titre personnel, moi quand j'ai vu ça, j'ai voulu avoir un niveau. Moi je travaillais dans la danse et je voulais avoir un niveau en house. C'était un coup de cœur, un kiff. Vraiment, c'était vraiment mon but. Même à l'époque, on me prenait un peu voilà, un petit peu trop rigide par rapport à ça, mais c'était vraiment une volonté. On partageait, on donnait. Mais c'est comme tout, c'est quand on est acharné et qu'on veut atteindre un but, il faut charbonner il faut travailler pour. On arrive à la fin du podcast. Moi, j'ai deux questions avant de terminer. Bon, comme on sait que tu es un OG, tu fais partie de ceux qui ont amené la house dance ici. Et on en parlait en off, mais comme on ne cache aucune conversation, on va la partager avec vous. Et il y a ce truc, j'en avais déjà parlé avec Benjamin, les OG qui parlent de manque de respect entre guillemets. Et moi, j'ai un petit peu ce désaccord-là. Et justement, j'étais en face de moi, donc on va en discuter. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, le temps il passe, le monde avance. Est-ce que ce n'est pas au OG, bien qu'il doit y avoir le respect, je le précise, de se dire, c'est nous en fait. Et comme c'est nous, on va leur montrer qu'on est là. Pas forcément par des performances, ou je parle pas forcément, mais on va leur montrer, c'est nous. Donc... toi, tu disais que des fois, il y avait ce manque de respect. Est-ce que tu le vis vraiment, ce manque de respect? Non, c'est pas qu'il y a un manque de respect. C'était pas la nouvelle génération me respecte, il n'y a pas de souci. Après, ils sont super gentils par rapport à l'époque qu'on a vécue à l'ancienne. Mais non, les jeunes sont respectueux, etc. Moi, ce que je mettais... c'est vrai que peut-être qu'on entend ce discours par rapport... aux anciens, les OG, etc., ceux qui étaient la première génération hip-hop en France ou en house, c'est pas le fait de parler de manquer de respect, c'est vraiment le fait qu'il y a une sorte de coupure, une coupure entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Je sais que nous, à l'époque, même plus petits, quand on a commencé, il y a toujours un relais. C'est-à-dire moi, je montrais aux plus petits, les plus grands, ils me montraient. Donc, il y avait quelque chose de cohérent. Tu vois. Donc, c'est une culture avec un respect. C'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. C'est dans une famille où c'est quelque chose ça se fait naturellement, quoi. C'est pas pour autant qu'on va effacer les anciens ou effacer la nouvelle génération ou pas calculer la nouvelle génération. Ça n'a rien à voir, vraiment. C'est vraiment question de... Je trouve qu'il n'y a pas assez, à titre personnel, il n'y a pas assez de... Je sais que ça se fait, on voit les anciens quand même participer à des événements, etc. Mais je trouve que c'est pas assez fluide. Vous voyez, j'ai l'impression que la nouvelle génération sont pressés, ils veulent tout de suite acquérir des choses que tu es obligé de passer par le travail. Il faut s'entraîner, nous on s'entraîne tous les jours. Donc le niveau, quand tu poses ton pied, tu peux pas tricher même si tu es vif. La jeunesse, les jeunes sont vifs.
Et c'est ce qu'il me faut. Moi, quand je les vois, ils me donnent une énergie de dingue. Moi, je dis la vérité, quand je vais en club, mais jusqu'à maintenant, ça me booste. Moi. Ils me donnent de la force. Moi aussi, je leur donne et tout. Mais après, on va rentrer dans les trucs un peu perso, peut-être des gens, mais c'est une question d'éthique, de principe. Après, chacun voit le respect comme il le sent, quoi. Mais c'est vraiment... C'est pas quelque chose d'aigri ou quoi que ce soit, mais ce qui est important, moi je trouve, mais pourtant avec la culture, soit hip-hop ou house, c'est important de mélanger, par exemple, dans les événements, des OG avec des nouvelles générations. C'est super, franchement. Comme ça, les OG, ils donnent leur expérience, les jeunes aussi. Puis c'est cohérent, puis ça évolue sans perdre de racines. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important. Ouais. Savoir d'où l'on vient pour pouvoir avancer correctement. Exactement. Ouais. De toute façon, je pense que quand tu es jeune génération, à un moment, tu es bloqué. À un moment, tu es bloqué dans ton évolution. Et je pense que tu es obligé, comme tu as dit, de revenir aux sources dans tout processus d'évolution. Exactement. Tu vois, maître, donc, ça reste un maître. Hein, donc, Et ça partout. Que ça soit ouais, ça histoire, partout, quoi qu'il arrive. ça soit en Je comprends histoire, ce ça style soit de dans- frustration, mais quoi qu'il arrive, on est tous les trois danseurs, on le sait. C'est qu'à un moment, tu vas et tu es bloqué. Et du coup, tu es obligé de revenir à tes fondamentaux pour pouvoir lever la... Et si tu ne fais pas ça, donc tu es quand même obligé de voir... si tu es passionné et si tu kiffes, je pense qu'on est obligé d'aller voir les Josie, C'est ça, exactement. de demander, d'écouter, parce qu'on apprend autant en discutant avec Exactement. les gens pour comprendre le mindset et tout, etc., Yes. même en travaillant sur les steps. Bien sûr. Ouais, c'est important. Donc, c'était le mot de la fin. Yes. Revoir ses fondamentaux et soit, peu importe ce que l'on fait, que ce soit la danse, au travail, ou que ça soit, peu importe ce que l'on fait, même, mais savoir d'où l'on vient pour pouvoir mieux avancer et voir plus loin. Attends, dernière question, excuse-moi. Ah. Désolé, c'est... Et ouais. Dis le mot de la fin. Les gens, ils vont écouter le podcast, ils se disent, mais c'est des ouf. Ils sont dans un ordre. On est dans une discussion, on est dans un talk. L'état d'esprit, parce que moi, c'est ça, à chaque fois, j'en parle avec Carlito, de ton mindset, l'état d'esprit que tu as pour, quand tu vas à la house, la pratiquer, alors que tu es un des seuls, du coup. C'est-à-dire que les gens ne te calculent pas, donc tu es tout seul. Enfin, tu es tout seul ou tu as une banque d'amis où vous êtes entre vous. Ouais, au début, Ouais, parce que quand tu es pionnier, en fait, c'est ça, en fait, c'est ça, C'est c'est ça qui va m'intéresser, du coup. Dans quel état d'esprit t'es, parce que c'est toujours facile de suivre quand t'as un mouvement, Tu déblayes le terrain. mais c'est compliqué. Toi, comment tu l'as vécu, ça? Parce que du coup, je pense, j'imagine que... Bah oui. Donc nous, je fais partie du groupe Mission Impossible, voilà. On est plusieurs à être pionniers. On a découvert ça ensemble, d'accord. Maintenant, ceux qui ont fait le boulot, c'est moi au niveau des clubs, que ce soit le Queen, la Coupole et le June. Ça, c'est l'axe principal. Après, nous, on allait dans 15 000 clubs. Les gens allaient qu'au Queen, on était déjà loin, on était genre 20 clubs. Nous, le but, c'était d'avoir un niveau. On a poussé, on veut pousser. Nous, on est à l'ancienne. On est des b-boys, hyper, freestyle hip-hop. Nous, on tape, on y va. Nous, on gardait l'énergie de la culture hip-hop. Mais pousser pourquoi Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? C'est le son. Et puis... C'est d'aller chercher toujours plus loin, exactement. exceller. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça qui me... Mais toujours dans le partage et tout. Tu vois, Ouais, non, mais je comprends. On gardait l'esprit de la culture hip-hop, quoi. Vraiment pousser le truc, quoi. Aller de l'avant, quoi. C'était vraiment le truc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup. Il y avait moi, Eddy, Aziz, Youssef, on était quelques membres de Mission Impossible, quoi, qui sont restés... chacun a pris sa route en 97, parce que Mission Impossible était après la Villette, chacun a fait sa route. Ouais, nous, on a taffé le terrain. C'est-à-dire que nous, on s'entraînait l'après-midi, le soir, on allait en club, et la journée, on regardait des vidéos. On n'arrêtait pas, on faisait que ça. Donc voilà, on a déblayé le terrain, les gens venaient, il y en a qui disent oui, j'étais au Queen, etc. Mais nous, on était tous les mercredis, on le savait. Parfois, il n'y avait personne, parfois, il n'y avait qu'une personne. Donc pendant un an et demi, on était là. On était là à tenir le... La passion, c'est cette passion qui t'anime, en fait, Exactement. en réalité. Tu vois, parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de réel but, c'est juste que tu étais dans ton truc, là. Ça tue. C'est le son qui nous anime, c'est le son qui nous faisait kiffer, qui nous faisait pousser, quoi. Vraiment, c'était quelque chose d'incroyable pour nous. C'était vraiment un rafraîchissement, un truc de dingue, quoi. Donc, ok. En tout cas, pour nous, c'est un plaisir de te recevoir. en tout cas, merci pour Merci beaucoup, Hichem. Merci beaucoup. Désolé, ça fait 1h30, il fait plein de choses et tout, etc. On a des choses à faire, hein, c'est normal. Merci beaucoup. Joint on the corner where the big boys play.